Alors que la fête de baptême touchait à sa fin, ma belle-mère a exigé que je paie la totalité des frais. J'ai souri calmement et lui ai répondu sans hésiter, « Ce bébé n'est même pas le mien, pourquoi paierais-je toute la note ?» Cette nuit-là, l'ambiance était incroyablement animée, le tintement des verres qui trinquaient, le murmure des conversations et la musique douce créaient une couverture parfaite pour une fête de famille supposément chaleureuse, sur la petite scène. Des lettres cursives brillaient sous les lumières dorées, et bien que les noms des parents n'y figuraient pas, le message frappait le regard de tous, la fière déclaration de la famille Dubois de mon mari. Madame Carmen, ma belle-mère, portait ce jour-là un élégant ensemble de velours rouge foncé, un collier de perles brillantes, assise à la place la plus en vue de la table centrale, elle tenait possessivement un nouveau-né enveloppé dans une douce couverture de soie, son visage était radieux. Le sourire ne quittait pas ses lèvres alors qu'elle recevait continuellement des enveloppes blanches pleines d'argent de la part de parents, d'amis et même de mes propres collègues de travail, elle recevait l'argent avec effusion, le glissant habilement dans le sac de marque qu'elle avait à ses côtés, tout en prononçant des remerciements astucieux et doux. J'étais assise à 2 chaises de distance, essayant de manger un morceau de cabillaud à la basquaise que j'avais mis dans mon assiette, mais j'étais incapable d'avaler. Pendant les 5 années de mon mariage avec la famille Dubois, j'ai toujours gardé le respect dû. Prenant soin de chaque repas et du sommeil de la famille de mon mari, sans jamais élever la voix ni me plaindre. Le retard à avoir des enfants avait toujours été une épine dans le pied de ma belle-mère, le sujet de conversation lors des repas de famille, mais aujourd'hui, Madame Carmen se montrait incroyablement gentille avec moi, insistant pour que je mange des plats nutritifs. Créant une image d'harmonie entre belle-mère et belle-fille devant les nombreux invités, juste au moment où il ne restait plus que des plats froids sur les tables et que les gens commençaient à se lever pour partir. Un jeune serveur en uniforme impeccable s'est approché de notre table, portant à 2 mains un petit plateau en bois avec une longue facture attachée par un clip. Il a fait une révérence respectueuse devant Xavier, mon mari. Xavier a jeté un coup d'œil à la facture. Son visage a légèrement changé de couleur et il a rapidement détourné le regard vers sa mère. Madame Carmen a compris l'allusion et a immédiatement tendu la main pour prendre le porte-facture, le feuilletant et regardant le total, sans sourciller, elle a poussé le plateau en bois vers moi, élevant la voix juste assez pour que les parents assis à la même table l'entendent. Madame Carmen m'a parlé de son ton habituel, condescendant, me disant de sortir ma carte et de payer rapidement à la caisse. Car les invités partaient déjà et le restaurant devait fermer. Elle a en outre souligné que j'avais invité beaucoup d'amis et de collègues de travail aujourd'hui et que l'argent des cadeaux n'était sûrement pas mince. Que je prenne en charge les dépenses de la fête était naturel pour maintenir le prestige de la famille. Le montant sur la facture était de 2 000 € exact, une somme non négligeable pour un baptême orné de toutes sortes de fruits de mer coûteux. Je n'ai pas levé la main pour prendre le plateau, je me suis assise le dos droit, parcourant du regard le visage de chaque personne à table. Le grand-oncle, la petite-tante et plusieurs cousins ont cessé leur mouvement, fixant leurs yeux sur moi. Attendant, Xavier a détourné la tête, faisant semblant de regarder quelque chose sur son portable pour éviter mon regard. J'ai pris une profonde inspiration, refoulant toute l'amertume que j'avais supportée pendant des années, et j'ai esquissé un sourire doux, mais glacial. J'ai regardé directement dans les yeux de ma belle-mère et j'ai prononcé chaque mot avec clarté, « Cet enfant n'est pas le mien. Pourquoi diable dois-je payer cette fête ?» À peine avais-je terminé ma déclaration que l'espace autour de la table sembla manquer d'air, le brouhaha du restaurant sembla s'éloigner, laissant place à un silence sépulcral et terrifiant juste dans la zone où était assise la famille Dubois. Le sourire sur les lèvres de Madame Carmen s'est éteint, son visage s'est durci, ses yeux se sont écarquillés, pleins d'étonnement et de colère. Elle a toussé, a ouvert la bouche pour me gronder, mais sa gorge semblait bloquée, incapable de prononcer un mot. Juste à ce moment-là, du couloir menant aux toilettes, une jeune femme est apparue. Elle portait une robe blanche simple, les cheveux lâchés jusqu'aux épaules et un biberon avec des restes de lait à la main. C'était Lucie, une ancienne collègue de Xavier. Son apparition à cet instant précis fut comme une gifle du destin à la farce parfaite que la famille de mon mari tentait de monter. Lucie s'est arrêtée net en remarquant la tension dans l'air. Elle a regardé Madame Carmen, déconcertée, puis a cherché Xavier du regard, demandant de l'aide. Les murmures ont commencé à surgir parmi les parents. Le grand-oncle a donné un coup de coude à sa femme, montrant Lucie et l'enfant dans les bras de Madame Carmen.
Tous ont commencé à faire le lien, le fait qu'une femme sans relation apparente s'approche directement du bébé avec un biberon, ajouté à mes paroles récentes, a automatiquement révélé la véritable identité de l'enfant, il n'était absolument pas le fils d'amis éloignés. Comme ma belle-mère l'avait claironné pendant des semaines pour inviter les gens. Xavier était assis immobile comme une statue, son visage pâle, les lèvres serrées, les mains entrelacées sous la table, tremblant de honte. N'osant pas lever la tête pour affronter les regards inquisiteurs et jugeurs de son propre sang, le silence lâche de l'homme qui m'avait jadis juré un amour éternel était la plus claire accusation de la faute qu'il avait commise. La façade d'une famille heureuse, d'un mari exemplaire, s'était officiellement effondrée au milieu de la fête, dispersant les restes du mensonge. Je me suis levée tranquillement et j'ai pris mon sac, je n'ai pas regardé Xavier une seule fois de plus, je suis sortie de la salle de banquet, laissant derrière moi le désastre de ceux qui devaient faire face aux conséquences créées par leur propre avidité et leur égoïsme. Alors que je m'éloignais du restaurant en taxi, voyant défiler les lumières des rues de Paris à travers la vitre, mon cœur était étrangement calme, il n'y avait ni larmes, ni cris, ni désespoir, peut-être parce que je m'étais préparée mentalement à ce jour depuis longtemps. Ou peut-être parce que l'amour que je ressentais pour Xavier était mort le jour où j'avais découvert les premières traces de sa trahison. J'ai fermé les yeux pour laisser les souvenirs remonter un mois en arrière. C'étaient des jours où ma vie se déroulait encore tranquillement dans notre appartement du quartier de Ménilmontant, de l'extérieur, tout le monde pensait que j'avais une vie pleine. Un travail stable, mon mari était chef de service dans une grande agence de communication et sa famille était de la classe moyenne aisée, seule une chose me pesait toujours sur l'âme, le fait qu'en 5 ans, je n'avais pas pu donner un petit enfant à la famille Dubois. Un soir de week-end, Madame Carmen a pris un taxi de chez elle pour nous rendre visite. Ce jour-là, elle a apporté beaucoup de fruits chers et s'est même mise en cuisine pour préparer du riz au lait, mon dessert préféré. L'enthousiasme excessif de ma belle-mère m'a un peu surprise, normalement. Elle était très critique et me trouvait toujours des défauts en cuisine. Après le dîner, Madame Carmen s'est assise dans le salon, tout en épluchant une pomme, a commencé à raconter des histoires à voix basse. Elle a raconté qu'une amie intime de sa jeunesse venait d'avoir son premier petit-fils, la belle-fille de cette amie était très capable. Elle avait eu un beau garçon qui pesait presque 4 kg. Puis elle a soupiré, a regardé mon ventre et a dit d'une voix triste, mais pleine d'insinuation, se demandant quand elle pourrait tenir un petit enfant. Je n'ai pu que baisser la tête et lui servir du thé en silence, ressentant un mélange de culpabilité et de tristesse. Mais immédiatement après, Madame Carmen a brusquement changé de sujet, elle a annoncé avec enthousiasme qu'à la fin du mois, la famille de son amie organiserait une très grande fête de baptême. Elle m'a demandé de quitter le travail tôt ce jour-là pour aller avec elle et Xavier les féliciter. Elle a également beaucoup insisté pour que je me souvienne de retirer de l'argent et de préparer une enveloppe de 100 € pour faire bonne figure, comme il la célébrait dans un restaurant de luxe, donner moins serait une honte pour la famille. J'ai obéi docilement, sans rien suspecter. La suspicion a vraiment commencé à germer 3 jours plus tard. Ce jour-là, Xavier est rentré très tard, il est entré l'air fatigué, la chemise en désordre. Quand je me suis approchée pour prendre sa mallette, une odeur étrange m'a frappé directement au nez. Ce n'était pas l'odeur intense de parfum de femme typique des films d'infidélité, ni l'odeur d'alcool des dîners d'affaires, c'était une odeur douce, écœurante, avec une touche de pureté, une odeur de mustela, la Cologne pour bébé. Ça m'a picoté le nez. Pourquoi un homme adulte qui travaille dans un bureau porterait-il l'odeur caractéristique des nouveau-nés? Quand je lui ai demandé, Xavier a sursauté et a évité mon regard. Il a rapidement inventé une excuse très fluide, disant que l'après-midi, il était passé à l'hôpital pour rendre visite à la femme d'un subordonné qui venait d'accoucher. L'odeur de Cologne avait sûrement imprégné le bébé. La raison était très plausible, mais l'intuition d'épouse me disait que quelque chose n'allait pas. L'intuition féminine est plus aiguisée que n'importe quel détecteur. Les jours suivants, j'ai observé Xavier en secret, il prétextait souvent des heures supplémentaires, avait des appels téléphoniques furtifs sur le balcon et surtout, les dépenses mensuelles commençaient à avoir un grand trou qu'il ne pouvait pas expliquer clairement, mais la preuve décisive, ce qui a complètement anéanti ma dernière once de confiance, est venu d'une étourderie incroyablement stupide de la famille de mon mari. Un dimanche matin, Madame Carmen m'a appelé pour que j'aille chez elle l'aider à nettoyer parce qu'elle avait un repas de famille, en nettoyant la zone de la table basse dans le salon.
J'ai sans le vouloir balayé un sac en plastique noir coincé sous le canapé, le sac était rempli de ces petites boîtes qu'on utilise pour les cadeaux de baptême. Je l'ai ouvert avec curiosité, parmi les petites boîtes vides, il y avait des étiquettes autocollantes qui n'avaient pas encore été collées, elles étaient en papier couleur crème avec des lettres dorées en relief. J'ai pris une étiquette et mes yeux se sont fixés sur chaque lettre, le texte disait clairement « Souvenir du baptême d'Alexandre, petit-fils de la famille Dubois », accompagné de la date de naissance, qui coïncidait avec l'âge du bébé que Madame Carmen se préparait à célébrer. Mes mains tremblaient. Petit-fils de la famille Dubois. Le nom de mon mari. Il n'y avait pas d'amis intimes, il n'y avait pas de petit-fils de l'ami de ma belle-mère. Cet enfant portait le nom Dubois et c'était cette même famille qui préparait le baptême, les étiquettes depuis longtemps. Je me suis effondrée sur le sol froid, reliant tous les indices, l'odeur de mustela sur la chemise de Xavier, l'effusivité inhabituelle de Madame Carmen, le fait de m'obliger à préparer une enveloppe pour aller à un baptême dans un restaurant de fruits de mer. Tout cela n'était pas des événements isolés, c'était une pièce de théâtre méticuleusement orchestrée, une grande conspiration pour me tromper. Il voulait me tendre un piège, m'obliger à assister à la fête pour que, d'une manière ou d'une autre, j'aie à accepter l'existence de cet enfant illégitime, il tenait pour acquis qu'avec mon caractère patient et soumis, ainsi que la pression de n'avoir pas pu avoir d'enfant en 5 ans. J'avalerais tout et accepterais d'élever l'enfant pour maintenir mon statut d'épouse et de belle-fille. Mais il se trompait. Je peux être bonne, mais je ne suis absolument pas stupide au point de laisser les autres piétiner mon amour-propre. Dès l'instant où j'ai tenu cette étiquette, j'ai décidé de ne pas pleurer. Je les suivrai dans leur jeu jusqu'à la fin de cette farce pour voir jusqu'où ils étaient capables d'aller. Revenons à l'après-midi de la fête de baptême. Contrairement au visage contrit que Madame Carmen attendait d'une belle fille obligée d'aller à une célébration étrangère, je me suis maquillée merveilleusement et j'ai mis une élégante robe, me rendant au restaurant de fruits de mer 1 heure avant le rendez-vous. En entrant dans le grand hall du restaurant, une énorme banderole conçue avec soin m'a frappée, sur un fond bleu ciel avec des nuages blancs, des jouets d'enfants, de grandes lettres cursives occupaient le centre, répétant exactement le texte que j'avais vu sur l'étiquette chez ma belle-mère. Ils ne cachaient en rien leur fierté pour le sang des Dubois. Xavier, mon mari, était à la réception, portant un costume élégant, une fleur à la boutonnière, et était occupé à donner des instructions au serveur, à réarranger les compositions florales et à ajuster l'éclairage de la scène. Son attitude n'était pas différente de celle d'un père débordant de bonheur le grand jour de son fils, il n'avait absolument pas l'air d'un invité. En me voyant apparaître, Xavier a momentanément sursauté, il s'est empressé de s'approcher, essayant de forcer un sourire tendu, expliquant que Madame Carmen lui avait demandé de venir tôt pour aider la famille de son ami à vérifier l'organisation. J'ai acquiescé, souriant sans démasquer ce mensonge maladroit, je l'ai félicité d'être si attentionnée et je suis entrée directement. Madame Carmen était assise sur les chaises d'attente à côté de ma belle-sœur Isabelle. Les deux étaient occupés à lisser des enveloppes identiques pour préparer la collecte de l'argent des cadeaux. En me voyant, Madame Carmen s'est immédiatement levée, m'a attrapée par le bras et m'a conduite directement à l'entrée principale du restaurant, m'ordonnant de rester à la position pour accueillir les invités. Elle m'a dit qu'aujourd'hui j'avais invité beaucoup de mes vieux amis et aussi les collègues qui travaillaient actuellement avec moi pour qu'ils se joignent à la célébration. Elle m'a assigné la tâche de sourire et de guider aimablement mes invités aux tables 3 et 4. Elle a particulièrement souligné que je devais prendre l'initiative de collecter les enveloppes avec l'argent de mes amis, je devais ensuite les regrouper et les donner à Isabelle pour qu'elle les garde et qu'à la fin de la fête elle-même les remettrait à la famille de l'ami. Je suis restée figée, sentant la nausée devant le culot de ma belle-mère. Il s'avère que son but en m'entraînant dans cette farce n'était pas seulement de m'obliger à accepter l'enfant, mais qu'il voulait aussi profiter de mes relations sociales. Utiliser mon nom pour inviter des gens à la fête afin de récolter de l'argent en enveloppe. Il m'avait transformé en un écran parfait pour cacher la saleté d'avoir un enfant hors mariage et en même temps en un outil pour récupérer le capital de la fête luxueuse qu'ils avaient organisée. Ils avaient calculé jusqu'au dernier centime de mes amis, m'obligeant à contracter une dette de gratitude envers mes collègues en échange de l'ostentation pour leur petit-fils. Pendant que j'étais debout à recevoir mes amis avec un sourire rigide sur les lèvres, une main familière m'a soudainement entraînée vers le couloir interne réservé au personnel. C'était Sophie, ma meilleure amie de l'université. Sophie travaillait actuellement comme gérante dans ce même restaurant de fruits de mer.
Sophie a regardé de droite à gauche avec un visage de tension maximale, elle m'a pressé les épaules pour que je me baisse et a chuchoté à voix basse, mais avec une détermination totale. Sophie m'a révélé toute la vérité sur la facture du banquet, elle m'a dit que la famille Dubois avait choisi le menu le plus cher du restaurant qui comprenait du homard grillé, du tourteau cuit et des vins d'importation. Le coût total pour les 10 tables s'élevait à près de 2000 €. Mais le plus terrifiant, c'était qu'en traitant avec le service de caisse en début d'après-midi, mon mari avait donné des instructions au personnel pour que la famille n'ait pas encore payé la compte et que plus tard, quand la fête serait terminée, ils apportent la facture totale à sa femme pour qu'elle passe la carte. En entendant cela, mon sang s'est glacé, tout était clair. Un piège financier parfait avait été tendu, attendant que j'y tombe. Il voulait presser ma valeur jusqu'à la dernière goutte, m'obliger à reconnaître le fils illégitime de mon mari, profiter de mes amis pour récolter de l'argent et, finalement, m'obliger à sortir mes économies de plusieurs années de travail pour payer la fête qui célébrait la trahison. Il ne me considérait pas comme une personne, ni une belle-fille, ni une épouse, mais seulement une machine à faire de l'argent et une marionnette obéissante. Sophie m'a serré la main, les yeux pleins d'inquiétude et de colère pour son amie, elle m'a averti que sous aucun prétexte je ne devais m'adoucir, que je ne devais absolument pas sortir ma carte bancaire pour que personne ne la passe. Sophie a également promis de rappeler au personnel de service d'apporter la facture au moment opportun pour faire pression sur la famille de mon mari. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai acquiescé, remerciant Sophie, la poignée de main de ma meilleure amie m'a donné des forces. J'ai ajusté ma robe, relevé la tête, je suis sortie du couloir sombre et je suis retournée dans le hall de la fête resplendissant de lumière, j'interpréterai le rôle d'invité poli jusqu'à ce que le rideau de la farce tombe. J'attendrai le moment final, le moment où je renverserai l'échiquier qu'ils avaient si méticuleusement préparé. À ce moment-là, je leur montrerai le prix à payer pour oser mépriser l'amour-propre d'une femme. J'ai marché d'un pas ferme sur le sol carrelé brillant du restaurant de fruits de mer, la distance de là où j'étais jusqu'à la sortie n'était que de quelques dizaines de mètres, mais j'ai eu l'impression de traverser la frontière entre deux vies. Derrière moi restait l'effondrement d'une fausse famille et devant moi était l'atmosphère de liberté que j'aspirais. J'avais à peine fait quelques pas que j'ai entendu le bruit de chaises qui traînaient et des pas précipités me poursuivant. La main de Xavier m'a brutalement attrapé par le bras, me tirant en arrière, la force de la traction fut telle que mon sac à main a glissé, heurtant le bord d'une table voisine. Le visage de Xavier à ce moment-là était ridé, rouge de colère mélangée à une panique extrême, il a grogné, essayant de baisser le volume pour que les invités autour ne s'en rendent pas compte, demandant « Quelle folie fais-tu ? Vas-tu ruiner le prestige de cette famille ?» Je me suis froidement dégagé de la main de Xavier, j'ai regardé avec des yeux de dague le visage en sueur de l'homme que j'avais autrefois appelé mon mari, j'ai mis la main dans mon sac, j'ai sorti l'enveloppe rouge que ma propre belle-mère m'avait obligée à préparer quelques jours plus tôt. J'ai lancé l'enveloppe avec force sur la table en verre, produisant un son sec. J'ai dit clairement chaque mot, affirmant qu'aujourd'hui j'étais venu ici en tant qu'invité à un baptême du fils de connaissance. Les 100 € de cadeaux, je les avais laissés exactement comme sa mère me l'avait demandé. Quant à la facture de 2000 €, que celui qui profite de cette fête de luxe la paie de sa propre poche. Je n'ai aucune obligation de payer pour ta trahison. Cela dit, je me suis retournée et je suis partie résolument, laissant Xavier pétrifié sur place. Au loin, Madame Carmen a commencé à crier scandaleusement, ses insultes résonnaient derrière moi, mais elle ne pouvait pas arrêter mes pas. Sophie, la gérante, était à la caisse, me regardant, acquiesçant pour m'encourager. J'ai souri en faisant mes adieux à mon ami et je suis sortie par la porte automatique en verre, me mêlant à la foule dans les rues du quartier Saint-Germain, embouteillée à l'heure de pointe. En rentrant chez moi à Ménilmontant, tout était toujours en ordre et propre comme quand j'étais partie. Mais maintenant, cet espace me paraissait froid et extrêmement étrange. Je n'ai pas allumé la lumière du salon, seulement une petite lampe jaune sur le bureau, et je me suis préparé une tasse de tisane chaude. Je me suis assise en silence sur le canapé, écoutant le tic-tac de l'horloge dans la nuit vide, mon esprit était complètement lucide. Je n'ai pas versé une seule larme, quand la douleur dépasse la limite du supportable, on devient étrangement calme. Vers 23 heures, la serrure de la porte a retenti, Xavier est entré, l'air pitoyable, jamais vu. L'élégante veste de l'après-midi avait disparu,
La cravate était lâche et tombante, les vêtements en désordre, il puait la fumée de cigarette et une odeur aigre d'alcool. En me voyant assise dans le coin sombre, Xavier a sursauté, a reculé d'un pas, puis a rapidement changé d'attitude, se passant la main sur le visage avec un geste très affligé. Xavier a traîné les pieds, s'est effondré sur le canapé d'en face, s'est pris la tête à deux mains et a commencé sa litanie de plaintes. Il a utilisé un ton de voix grave et triste pour expliquer que tout ce qui s'était passé aujourd'hui était involontaire. Il a juré sur le ciel et la terre qu'il n'y avait qu'une seule femme dans son cœur, qui était moi. Avoir un enfant avec Lucie, l'ancienne collègue, était totalement un accident non désiré. Lors d'une soirée d'entreprise, il a trop bu et a perdu le contrôle. Il a dit que Lucie avait utilisé l'enfant pour le faire chanter, obligeant sa mère à organiser une fête pour la présenter à la famille. Mais que lui-même ne voulait pas que ce scandale arrive à mes oreilles. Il m'a supplié d'ouvrir mon cœur, d'avoir pitié de la stupidité d'un homme qui avait commis une erreur et de lui donner une chance de se racheter et de réparer sa faute. Je suis restée assise, buvant une gorgée de thé froid, laissant Xavier jouer son rôle d'homme repenti. J'ai attendu qu'il sorte tous ses mensonges bon marché, puis j'ai lentement ouvert le tiroir du bureau et j'ai sorti un petit papier soigneusement enveloppé dans un plastique transparent. J'ai marché vers Xavier et j'ai jeté le papier sur la table basse en verre. Sous la lumière jaune tamisée, les lettres dorées brillaient d'un éclat éblouissant, souvenir du baptême d'Alexandre, petit-fils de la famille Dubois, accompagné de la date de naissance de l'enfant. J'ai regardé directement le visage de Xavier, qui pâlissait progressivement, et j'ai prononcé chaque mot avec clarté. Je lui ai demandé si son accident d'ivresse était vraiment un accident de nature très spirituelle. L'enfant venait de naître il y a moins d'une semaine et pourtant, l'étiquette pour les petites boîtes de cadeaux avait été commandée par sa famille il y a 2 mois, cachée soigneusement sous le canapé de la maison de sa mère. Je lui ai demandé si une nuit d'ivresse où il avait perdu le contrôle pouvait générer tout un plan détaillé, depuis la commande des cadeaux et des étiquettes jusqu'à la liste des invités pour soutirer de l'argent aux amis de sa femme. Le visage de Xavier est devenu blanc comme s'il venait de recevoir une gifle, ses lèvres tremblaient, essayant de dire quelque chose, mais sa gorge était amèrement bloquée et il ne pouvait prononcer aucun mot sensé. La preuve évidente devant ses yeux avait détruit toutes ses excuses pathétiques. Le mensonge maladroit avait été cruellement démasqué, faisant que Xavier inclinait la tête vers ses genoux, n'osant pas la lever pour me regarder une seconde de plus. J'ai esquissé un sourire moqueur, j'ai ramassé l'étiquette, je me suis retournée et je suis allée directement dans la chambre, fermant la porte à clé. Cette nuit, je dormirai profondément pour me préparer aux choses que je devais faire demain. Le lendemain matin, à Paris, une fine bruine typique de la fin du printemps tombait. L'air frais était très agréable, au lieu de la tristesse et l'abattement des femmes qui viennent de découvrir que leur mari leur est infidèle. Je me suis levée à 6 heures du matin, je me suis préparée, j'ai attaché mes cheveux en un chignon soigné et j'ai mis un rouge à lèvres terracotta joyeux. J'ai pris mon panier en osier habituel et je suis allée à pied au marché près de chez moi. L'ambiance animée, le son des marchandages des dames qui allaient au marché tôt me donnait un sentiment de réalité et une paix étrange. Je suis allée chez le boucher de confiance et j'ai méticuleusement choisi les meilleurs ingrédients pour un bon bouillon, os de jambon, un bon morceau de paleron, une poule et des légumes frais. En rentrant à la cuisine, j'ai tout mis dans une grande marmite avec de l'eau et je l'ai laissé mijoter. Seulement une demi-heure plus tard, l'arôme réconfortant du pot-au-feu remplissait la petite cuisine, irradiant une chaleur qui contrastait complètement avec la froideur de mon mariage actuel. Je l'ai servi dans une cocotte en terre pour le garder au chaud. Je me suis changée pour une tenue plus formelle et j'ai commandé un taxi pour aller directement chez ma belle-mère. La maison de Madame Carmen était dans une rue profonde du quartier de Belleville. Quand je suis entrée dans la cour, portant la cocotte de bouillon encore fumante, Madame Carmen était assise en train de se coiffer sur le canapé du salon. En me voyant, son visage a montré un éclair de surprise et de confusion. Elle tenait probablement pour acquis qu'après le scandale d'hier soir au restaurant, je crierais, je pleurerais, je ferais mes valises pour retourner chez mes parents ou je ferais un numéro exigeant le divorce. Elle ne pouvait absolument pas imaginer que j'apparaîtrais l'air docile et aimable, lui apportant de la nourriture pour qu'elle se rétablisse, exactement comme si rien ne s'était passé. J'ai doucement posé la cocotte sur la table, j'ai pris un bol et une louche. J'ai servi une petite portion, invitant Madame Carmen à la goûter chaude.
Je lui ai dit que le temps changeait ces derniers temps et que les personnes âgées avaient mal aux os, alors j'avais pris la peine de préparer ce bouillon pour qu'elle se rétablisse. Madame Carmen a pris le bol de mes mains avec méfiance. Ses yeux scrutateurs parcouraient continuellement mon visage. Après avoir mangé 2 cuillerées, elle a commencé à tousser, essayant de retrouver son autorité habituelle de belle-mère pour diriger la conversation à sa guise. Madame Carmen a posé le bol, a claqué la langue en soupirant et a commencé le discours qu'elle avait préparé. Elle a utilisé le ton confidentiel des femmes âgées très expérimentées, me conseillant qu'en tant que femme, je devais savoir me sacrifier, je devais savoir endurer pour le bien de la famille. Elle a mis en avant le fait que nous étions mariés depuis 5 ans et que mon ventre était toujours plat comme l'excuse la plus logique pour tous les péchés de son fils. Elle a soutenu que les hommes de la famille Dubois ne pouvaient pas rester sans descendance. Que Xavier ait fait cette folie n'était que par le désir d'avoir un fils qui continuerait la lignée. Elle a affirmé avec assurance que cette Lucie n'était qu'un outil pour enfanter. Plus tard, sa famille lui donnerait une somme d'argent pour qu'elle épouse quelqu'un d'autre et l'enfant qui portait le sang des Dubois me serait laissé pour que je l'élève. Elle m'a dit d'être généreuse et d'accepter le petit, de le soigner dès qu'il était bébé et ainsi, quand il grandirait, il me considérerait comme sa mère biologique. La famille redeviendrait heureuse et tranquille comme avant. J'ai écouté attentivement chaque mot de la sophistique de ma belle-mère, gardant un léger sourire sur les lèvres, sans montrer aucune attitude d'opposition ou de colère. J'ai attendu qu'elle ait fini de parler. Je me suis servi un verre d'eau et j'ai ensuite parlé posément. J'ai dit à Madame Carmen que je gardais dans mon cœur tous les enseignements qu'elle m'avait donnés, que la descendance était certainement une affaire importante pour la famille. Cependant, l'important maintenant n'était pas qui élèverait l'enfant, mais que dire à mes amis et collègues de travail. Je lui ai dit doucement que ce matin en me réveillant, mon téléphone avait reçu d'innombrables messages de mes collègues du bureau. Ils demandaient si la fête d'hier s'était bien passée et surtout, ils voulaient savoir si la famille de son ami avait reçu la somme totale de l'argent des cadeaux qu'il m'avait envoyés. Ils m'avaient mise dans une situation difficile. Je ne savais pas quoi leur répondre pour être correcte. En voyant que je ne mentionnais rien sur une scène de jalousie ou un divorce, mais que je me souciais seulement des relations sociales, Madame Carmen a semblé se débarrasser d'un poids. Elle a soupiré de soulagement, pensant qu'elle avait dominé ma faiblesse. J'ai profité de l'occasion pour lancer la question décisive. Je lui ai demandé, hier au restaurant, j'ai donné toutes les enveloppes de mes invités à Isabelle pour qu'elle les garde. Alors, maintenant, le carnet où les cadeaux ont été notés et tout l'argent, le gardez-vous ou l'a-t-elle, Isabelle? C'est pour copier la liste. Ainsi, à l'avenir, quand ils auront un événement, je saurai comment leur rendre l'appareil. Madame Carmen n'a absolument pas suspecté et a répondu rapidement. Elle a dit qu'hier en payant au restaurant, il y avait eu beaucoup de confusion, elle avait mal à la tête et elle est partie en taxi. Avant, tout l'argent collecté lors de la fête et le carnet avec les signatures des enveloppes, elle avait tout donné à Isabelle, la sœur de Xavier, pour qu'elle le ramène chez elle, le compte et le garde. J'ai acquiescé, semblant compréhensive, et j'ai demandé la permission de ramasser les plats et de les apporter à la cuisine pour les laver. L'objectif de ce matin avait été atteint avec trop de facilité. Confirmer qu'il y avait exactement le carnet maudit était le point de bascule important pour réaliser la prochaine étape de mon plan, pour démasquer ces gens avides et hypocrites. Quand je suis sortie de la maison de Madame Carmen, le ciel s'était éclairci. Les rayons du soleil brillaient sur l'asphalte mouillé. Après avoir quitté la maison de Madame Carmen, j'ai pris un taxi et je suis allée directement à un café que je connaissais près du temple de Debo, au lieu de rentrer chez moi. J'ai choisi un coin tranquille, j'ai commandé un café noir glacé pour garder l'esprit clair. J'ai ouvert mon téléphone, je suis allée sur WhatsApp et j'ai cherché le nom d'Isabelle, ma belle-sœur, connue pour être calculatrice et extrêmement avide dans la famille Dubois. J'ai rédigé un message très poli et respectueux à lui envoyer. Le contenu du message exprimait ma honte pour ce qui s'était passé hier soir au restaurant et qui avait fait mal paraître la famille. Puis j'ai habilement exposé l'excuse que plusieurs collègues du département de comptabilité et des ressources humaines de mon travail posaient des questions sur l'argent du cadeau de baptême. J'ai prétexté avoir une mauvaise mémoire et que, à l'avenir, je ne saurais pas comment rendre les faveurs sociales.
Je lui demandais donc instamment à Isabelle de m'envoyer des photos des pages du carnet où étaient notés les cadeaux du groupe d'invités que j'avais apportés. J'ai également insisté sur le fait que l'argent pouvait être gardé par la famille pour les dépenses. Je ne demandais que la liste des noms et des montants pour la garder dans mon téléphone et être tranquille. J'ai envoyé le message, j'ai posé le téléphone sur la table et j'ai siroté le goût amer du café. La psychologie humaine est très étrange. Quand quelqu'un retient injustement une somme d'argent, il a toujours tendance à être très alerte, mais il panique très facilement s'il est attaqué juste à son point faible. Isabelle est une femme au foyer qui, toute l'année, ne sait que s'occuper des courses et calculer l'argent du marché. Avoir entre les mains plus de 1 000 € en enveloppe des amis de sa belle-sœur la rendait sûrement très nerveuse. Le fait que je lui envoie un message demandant la liste avec une attitude soumise la rendrait confiante, mais en même temps, cela activerait aussi sa hâte de démontrer sa fausse transparence. Environ 15 minutes plus tard, l'écran de mon téléphone s'est allumé, mais la notification du message n'était pas dans la conversation privée entre Isabelle et moi, mais elle a éclaté à plusieurs reprises dans le groupe de discussion générale appelé « Famille Dubois ». C'était un groupe avec près de 40 membres, y compris ma belle-mère, mon mari et moi, le couple d'Isabelle et tous les oncles, tantes et cousins de la famille à travers la France. J'ai ouvert le groupe de discussion. Une longue série d'images venait d'être envoyée par Isabelle consécutivement. Sûrement par nervosité. Au lieu de l'envoyer uniquement à moi, elle s'est trompée et l'a partagée dans le groupe général de la famille. J'ai agrandi chaque photo pour la voir. L'écriture manuscrite et tordue d'Isabelle apparaissait très clairement sur le papier ligné du carnet. Elle avait fait des colonnes et divisé les cases avec beaucoup de soin, mais le plus surprenant, c'étaient les titres des pages du carnet. Elle avait écrit clairement en majuscules « Liste de collecte du baptême. Petit-fils de la famille Dubois Alexandre ». Sous ce titre, il y avait une liste détaillée de noms accompagnés des montants. Beaucoup de ces noms étaient ceux de mes amis et collègues. Par exemple, Collectif Comptabilité Bureau Hélène, 250 €, Collectif RH 150 €, Sophie, gérante restaurant, Amie Hélène, 100 €, Monsieur Martin, associé d'Hélène, 50 €. Au total, la somme collectée auprès de mes invités s'élevait à près de 1 000 €. Tous étaient listés comme des revenus pour le soi-disant petit-fils de la famille Dubois. Il n'y avait aucune note mentionnant le remboursement de cet argent à la famille d'une amie, comme Madame Carmen l'avait claironné. Il n'a fallu que quelques minutes pour que les membres du groupe familial digèrent l'énorme quantité d'informations de ces photos. Immédiatement, le chat du groupe a explosé comme un marché. Une série de messages a commencé à apparaître sur l'écran à une vitesse vertigineuse. La première et la plus intense réaction fut celle de tante Rose, une parente éloignée qui habitait juste à côté de la maison de Madame Carmen. Tante Rose avait un caractère direct et était indignée depuis des années par l'hypocrisie de ma belle-mère. Elle a écrit un long message démasquant directement l'impudence de la famille de sa cousine. Tante Rose a écrit sans détour, questionnant tout le monde dans le groupe, depuis quand la famille Dubois avait l'audace de garder la sueur et les larmes des collègues de la belle-fille pour enrichir un enfant bâtard. Elle a critiqué l'action de profiter de mes relations pour collecter de l'argent en enveloppe, comme un acte d'hypocrisie répugnant qui souillait le bon nom des ancêtres Dubois. Les mots percutants de tante Rose furent comme jeter de l'essence sur le feu. D'autres oncles et tantes de la famille ont commencé à se joindre aux commentaires. Certains se montraient horrifiés, ne comprenant pas ce qui se passait. D'autres ont directement tagué les comptes de Madame Carmen et Xavier dans le groupe, exigeant des explications claires. Un oncle du village a même insulté gravement, disant qu'ayant une réputation de bonne famille dans la capitale, faire de telles saletés en trompant sa propre belle-fille et en volant l'argent des invités, avec quel visage ils allaient retourner au village pour les fêtes. Isabelle, prise de panique, a essayé de supprimer les photos, mais il était déjà trop tard. WhatsApp a donné une erreur à cause du délai. Les images de preuve étaient déjà sauvegardées sur les téléphones de dizaines de parents. Madame Carmen et Xavier étaient complètement absents. Personne n'osait dire un mot dans le groupe de discussion qui bouillonnait d'indignation. Je me suis penchée sur ma chaise, j'ai éteint l'écran de mon téléphone en silence pour laisser l'appareil vibrer violemment dans mon sac. Une sensation de satisfaction mêlée de paix s'est répandue dans tout mon corps. Ainsi, la preuve irréfutable de la cupidité sans fond de ma belle-mère et de ma belle-sœur était apparue au grand jour.
Non par ma main, mais par leur propre stupidité et mesquinerie. La façade de respectabilité de la famille Dubois devant les parents avait été arrachée à vif. J'ai souri tranquillement. J'ai fait signe au serveur de payer le café, me préparant mentalement pour le prochain affrontement direct avec la maîtresse de mon mari. Cet après-midi-là, alors que j'étais en train de ranger des documents sur mon bureau, mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu m'a envoyé un message s'identifiant comme Lucie et me demandant un rendez-vous. Elle disait qu'elle avait une affaire extrêmement importante liée à l'avenir de l'enfant, qu'elle devait discuter directement avec moi. J'ai réfléchi quelques secondes et je lui ai répondu avec l'adresse d'un café dans le quartier de Chambry, lui exigeant d'arriver à l'heure. Je n'ai pas l'habitude de me cacher. Les nœuds créés par les personnes doivent être dénoués par les personnes elles-mêmes, en s'affrontant. À 16 heures précises, je suis entrée dans le café. Lucie attendait déjà à une table isolée près de la fenêtre. Contrairement à son apparence éblouissante avec la robe blanche au restaurant la veille, aujourd'hui elle portait un ensemble de vêtements de maison assez simples. Son visage sans maquillage révélait les cernes d'une jeune accouchée en manque de sommeil. En me voyant, elle s'est levée précipitamment, joignant les mains, se montrant timide et effrayée. J'ai tiré une chaise et je me suis assise en face d'elle. J'ai commandé un jus d'orange pour moi, puis je l'ai regardée tranquillement, attendant que Lucie commence à sangloter. Elle a sorti un mouchoir en papier de son sac et s'est essuyé le coin des yeux. Elle a dit, d'un ton faible de celle qui joue le rôle de victime, qu'elle aussi n'était qu'une femme naïve et confiante, trompée par les douces paroles de Xavier. Elle a dit qu'elle ne voulait pas détruire le bonheur de ma famille, mais comme le bébé était déjà en route, elle n'avait pas eu le cœur d'avorter. Maintenant que l'enfant était né, il avait besoin d'un statut clair. Elle a joint les mains sur la table, a incliné la tête, me suppliant d'ouvrir mon cœur, de faire un pas en avant pour adopter légalement l'enfant afin qu'il ait un acte de naissance en règle avec le nom Dubois. J'ai regardé les larmes couler sur les joues de Lucie, sans ressentir la moindre compassion en moi. Je lui ai demandé directement si obliger une épouse légitime à adopter le fils de la maîtresse de son mari comme le sien lui semblait moral. Si elle avait décidé d'avoir un enfant avec Xavier, elle et Xavier devaient se charger de résoudre les papiers légaux de l'enfant. Pourquoi me traînait-il pour être la couverture de cette saleté ? À peine avais-je fini de parler que la porte vitrée du café s'est ouverte en grand. Madame Carmen est entrée comme un éclair, l'air mécontent. Il était clair que Lucie avait secrètement prévenu ma belle-mère pour qu'elle vienne et crée de la pression en faisant une scène. Belle-mère et maîtresse ensemble, acculant l'épouse légitime. Madame Carmen a écarté une chaise et s'est assise lourdement à côté de Lucie, lui tapotant l'épaule en signe de défense. Madame Carmen m'a menacé à voix haute, là, au milieu des gens. Elle m'a dit qu'en tant que belle-fille, j'étais démente, bornée et obtuse de ne pas penser à l'avenir de la famille de mon mari. Elle a déclaré catégoriquement que cet enfant était le petit-fils des Dubois et que je sois d'accord ou non, elle le ramènerait chez elle pour l'élever. Elle m'a également grondé, disant que si je ne savais pas enfanter, je devais savoir céder pour qu'une autre donne une descendance et que je devrais être reconnaissante au lieu de donner des leçons avec ce ton de supériorité. Je ne me suis pas fâchée. J'ai doucement remué le jus d'orange que j'avais devant moi, souriant aux deux femmes qui m'attaquaient avec impétuosité. Je savais que le point faible mortel de cette alliance était l'intérêt économique. J'ai posé la petite cuillère sur la soucoupe avec calme et j'ai tourné mon regard vers Lucie. J'ai demandé à Lucie ce que la famille Dubois lui avait promis pour qu'elle attende obéissante avec l'enfant au restaurant hier soir. Est-ce que ma belle-mère lui a promis qu'elle collecterait tout l'argent des enveloppes des invités pour ouvrir un compte d'épargne pour l'enfant comme capital ? Lucie a sursauté, a cligné des yeux continuellement et a acquiescé, le confirmant. J'ai souri avec dédain. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert la photo du carnet de comptabilité qu'Isabelle avait envoyé par erreur au groupe WhatsApp le matin. J'ai poussé le téléphone vers Lucie en lui disant de regarder elle-même comment les presque 2000 € de l'argent des cadeaux d'hier avaient été soigneusement notés dans le fonds de dépenses de la famille Dubois. Il n'y avait absolument aucune ligne mentionnant l'ouverture d'un compte d'épargne pour elle et son fils. Le visage de Lucie a immédiatement changé. Elle s'est tournée pour regarder Madame Carmen avec une totale méfiance. Madame Carmen est devenue nerveuse, a tenté d'arracher le téléphone, mais je l'ai rapidement retiré. J'ai porté un autre coup.
J'ai demandé à Lucie si, en plus du compte d'épargne, Xavier lui avait promis qu'elle et son fils emménageraient dans l'appartement de luxe du quartier de Neuilly-sur-Seine pour être bien soignés. Lucie a mordu sa lèvre. Ses yeux ont commencé à montrer une panique extrême. Lentement, je lui ai révélé une vérité cruelle. Cet appartement à Neuilly-sur-Seine était certainement la propriété exclusive de Xavier, mais Xavier n'avait aucune intention qu'elle et son fils y emménagent. Il avait secrètement signé un contrat de location à long terme avec une autre personne le mois dernier pour empocher une grande somme d'argent pour ses dépenses personnelles. Toutes ces promesses d'un foyer confortable n'étaient que des châteaux en Espagne que Madame Carmen et son fils utilisaient pour la tromper, pour qu'elle soit obéissante, l'outil pour maintenir leur lignée et rien de plus. En entendant cela, Lucie s'est complètement effondrée, elle s'est couverte le visage et a pleuré amèrement. Ce n'étaient pas les fausses larmes d'avant, mais l'indignation de celle qui se rend compte qu'elle a été trompée de manière flagrante. Madame Carmen, assise à ses côtés, était pâle, balbutiant, incapable de dire une phrase pour se justifier. L'alliance temporaire entre la belle-mère et la maîtresse a commencé à se fissurer à cause de l'argent sale. Je me suis levée, j'ai laissé l'argent pour payer le jus sur la table et je suis sortie tranquillement du café pour prendre un peu d'air frais de l'après-midi, laissant derrière moi les deux femmes qui commençaient à se remettre en question. À 19h, j'étais assise dans le salon en train de lire un livre quand j'ai entendu la clé dans la serrure. La porte s'est ouverte et Xavier est rentré à la maison. Contrairement à l'air pitoyable de la nuit précédente, aujourd'hui il semblait s'être douché, rasé et il tenait à la main un bouquet de roses rouges. Mais ce qui a attiré l'attention, ce n'est pas le romantisme, mais à quel point il paraissait ridiculement bon marché. C'était un bouquet acheté à la hâte dans un stand de rue. Les roses, qui commençaient déjà à se faner, étaient négligemment enveloppées dans un plastique transparent avec quelques branches de gypsophile en plastique bon marché. La valeur de ce bouquet ne dépassait sûrement pas 5 €. Xavier s'est approché, a posé le bouquet sur la table en verre devant moi, a forcé un sourire qu'il considérait gentil et plein de regrets. Il s'est assis dans le fauteuil d'en face, se frottant les mains, a toussé et a commencé un discours qu'il avait probablement soigneusement répété en rentrant chez lui. Xavier a utilisé une voix chaleureuse pour me conseiller que le passé était le passé, il a admis qu'il était en faute de me l'avoir caché, mais il a affirmé qu'aux yeux des amis, des parents et des collègues de travail, j'étais toujours l'épouse légitime, la seule propriétaire de cette maison. Il m'a fait une proposition qui, selon lui, était très raisonnable. Il voulait que je fasse semblant de ne rien savoir, que je continue à jouer le rôle d'épouse exemplaire, maintenant la paix au foyer et protégeant la paix et le prestige des deux familles. En échange, il prendrait en charge l'entretien de Lucie et de l'enfant ailleurs et il ne la laisserait absolument pas mettre un pied dans cette maison pour perturber ma vie. Il pensait qu'ainsi tout le monde y gagnerait. Je ne perdais pas mon mari. Il ne perdait pas son épouse et l'enfant aurait un père qui s'occuperait de lui. J'ai écouté ses calculs égoïstes et j'ai eu la nausée. La mentalité de cet homme était vraiment tordue, il considérait le mariage comme une transaction commerciale où il pouvait être infidèle librement, avoir des enfants ici et là. Et en jetant simplement à sa femme à la maison un titre vide et un bouquet de fleurs bon marché, il pouvait effacer tous ses péchés. Il voulait avoir une femme belle et intelligente à la maison et il voulait aussi avoir une maîtresse obéissante à l'extérieur, transformant toutes les femmes autour de lui en outils pour servir sa vanité et son avidité sans fond. J'ai fermé le livre. J'ai poussé le bouquet de 5 € sur le côté de la table. Je me suis levée, je suis allée au meuble de la télévision, j'ai sorti un carnet à couverture en cuir et un stylo. Je me suis assise de nouveau, j'ai ouvert le carnet et j'ai regardé directement Xavier dans les yeux avec l'expression la plus sérieuse et la plus déterminée que j'ai jamais eue. J'ai dit clairement à Xavier que ce mariage n'était pas une partie d'échecs pour qu'il impose les règles à sa guise. S'il voulait reparler et résoudre le problème, il devait remplir mes conditions. J'ai rapidement écrit sur la feuille blanche, lisant à voix haute chaque point pour qu'il l'entende clairement. Premièrement, la fête de baptême au restaurant de fruits de mer a été réservée et les invités ont été choisis par sa famille. Par conséquent, la facture de 2000 € doit être payée par sa famille de sa propre poche. Je ne mettrai absolument pas un centime. Deuxièmement, tout l'argent des enveloppes que mes amis, associés et collègues ont envoyé hier doit m'être rendu exactement jusqu'au dernier centime.
Sa famille n'a pas le droit d'utiliser mon nom à des fins personnelles, en volant l'argent de personnes étrangères pour s'enrichir. Troisièmement, que celui qui a eu l'enfant l'élève et s'occupe des papiers de l'état civil. Qu'il ne leur vienne pas à l'idée d'utiliser l'excuse du petit-fils pour m'obliger à assumer la responsabilité du sang de la maîtresse de mon mari. Quatrièmement et le plus important, à partir de ce moment, j'interdis absolument à quiconque de la famille Dubois de mentionner le sujet de m'obliger à être la mère de cet enfant. Si ces 4 conditions ne sont pas remplies, il n'y a qu'un seul chemin, le divorce devant les tribunaux. Xavier est resté pétrifié sur sa chaise. Son visage montrait clairement un mélange de stupéfaction et de peur. Il a ouvert la bouche pour répliquer, mais tous les arguments se sont coincés dans sa gorge. Mes propositions froides et claires avaient percé l'illusion de l'épouse soumise qu'il croyait contrôler. Il a compris que je n'étais plus une marionnette que sa famille pouvait manipuler. Le silence a rempli la pièce. Il ne restait que la respiration lourde de l'homme acculé par ses propres péchés. J'ai fermé le carnet, je me suis levée et je suis allée directement dans la chambre, le laissant seul pour qu'il rumine son regret tardif et bon marché. Le lendemain matin, j'ai pris ma journée de congé. L'air suffocant dans l'appartement de Ménilmontant m'oppressait la poitrine et je pouvais à peine respirer. J'ai rapidement pris quelques vêtements, je les ai mis dans un petit sac de voyage et j'ai pris un taxi directement vers l'ancien immeuble d'appartements du quartier central du Marais, où ma mère dévouée m'attendait chaque jour. L'immeuble teinté par le passage du temps, avec des éclats sur les murs, le son de la radio d'un voisin et l'odeur familière des ragoûts faits maison. En montant les marches de ciment usé, mon cœur s'est soudainement calmé quand la porte en bois à la peinture verte écaillée s'est ouverte. L'image de ma mère, Madame Thérèse, penchée en train de nettoyer des légumes sur le balcon, est apparue réelle et chaleureuse d'une étrange manière. En me voyant arriver en milieu de semaine avec un sac de vêtements, une étincelle d'inquiétude a traversé le regard de ma mère, mais elle l'a rapidement caché. Elle ne s'est pas précipitée pour demander ce qui s'était passé. Elle a simplement souri gentiment et m'a dit de ranger mes affaires et de l'aider ensuite à faire des croquettes, le plat dont j'avais toujours envie au fait depuis mon enfance. Mère et fille nous sommes assises dans la petite cuisine. Maman avait déjà préparé une grande quantité de croquettes faites avec du jambon de Bayonne haché, un peu de poulet cuit et une béchamel douce et crémeuse. Les mains fines de ma mère, tachées par l'âge, formaient habilement les croquettes avant de les passer dans l'œuf et la chapelure pour qu'elles soient croustillantes à la friture. Je me suis assise en face, aidant à les paner avec soin, le son de l'huile qui crépitait dans la poêle noire. L'odeur intense de friture maison s'élevait, se mélangeant pour créer un arôme de paix absolue. Pendant que ses mains continuaient à remuer les croquettes dorées dans la poêle, Madame Thérèse a parlé posément, d'une voix chaude, et l'expérience d'une femme qui avait dédié sa vie à se sacrifier pour son mari et ses enfants. Elle a dit qu'elle m'avait mise au monde et m'avait élevée jour après jour. Rien qu'en regardant mes yeux fatigués, elle savait que dans ma vie conjugale il y avait une tempête. Elle ne m'a pas obligée à raconter les détails. Elle voulait juste me donner un conseil sur la vie. Maman m'a regardé directement dans les yeux et m'a parlé doucement à l'âme. Elle m'a dit qu'en tant que femme, il est bon de savoir céder pour maintenir la paix familiale quand on se marie. Mais le sacrifice doit être fait pour la bonne personne et au bon endroit. Ne continue pas à porter l'eau pour que d'autres se lavent les mains éternellement. Si tu fais cela trop longtemps, non seulement on ne te remerciera pas, mais on te critiquera de ne pas marcher droit et d'éclabousser. Les femmes peuvent pardonner le manque d'attention, mais elles ne doivent absolument pas baisser la tête devant la trahison et les calculs machiavéliques. Si ce foyer est déjà froid, alors aie le courage de partir et de revenir ici avec ta mère. Avec du pain et des oignons, nous serons ensemble, mais ne permets pas que ta vie se consume dans l'indignation. Les mots de ma mère furent comme une aiguille perçant le ballon d'émotions refoulé en moi depuis des jours. J'ai cessé de paner les croquettes, j'ai enfoui ma tête dans mes genoux et j'ai fondu en larmes amèrement. Les larmes coulaient sur mes joues. Ce n'étaient pas des larmes de faiblesse pour regretter un mauvais homme, mais l'autocompassion d'une fille qui, en se mariant, avait été piétinée et revenait maintenant se réfugier dans les bras protecteurs de sa mère. Maman a laissé les baguettes avec douleur, elle m'a serré dans ses bras. Sa main rude caressait mes cheveux en me consolant. La chaleur de la poitrine de ma mère m'a transmis une force invisible.
Le repas de ce midi ne consistait qu'en une assiette de croquettes chaudes et un peu de salade de tomates, mais ce fut le repas le plus délicieux que j'ai mangé en 5 ans. J'ai mis une très grande croquette à ma mère, me disant que les jours de supporter l'obscurité étaient terminés. À partir de demain, je me tiendrai ferme sur mes propres pieds, je nettoierai les ordures du passé pour construire de mes propres mains une vie nouvelle, plus brillante et libre. La nourriture de maman avait guéri les blessures profondes de mon âme, m'équipant du courage nécessaire pour affronter les dernières batailles et couper tout lien avec la famille Dubois. Après le déjeuner chaleureux et les profonds conseils de ma mère, j'ai ressenti un grand soulagement en moi. Le bloc de pierre invisible qui avait opprimé ma poitrine ces derniers jours semblait avoir été complètement retiré. J'ai demandé la permission à ma mère de rester un peu plus longtemps, puis j'ai pris un taxi pour retourner à l'appartement de Ménilmontant pour préparer mes affaires pour les prochains jours de travail. Pleurer ou se lamenter à ce moment-là ne résoudrait aucun problème. Le plus important était de garder la tête froide et le cœur fort pour sauver ma propre vie. Cette nuit-là, alors que j'étais assise devant le bureau en train d'organiser des documents personnels, l'écran de ma tablette s'est illuminé. Un message de Sophie, mon amie gérante du restaurant, est apparu. Sophie m'a envoyé un lien vers une publication sur les réseaux sociaux, accompagné d'un message bref, me rappelant de cliquer pour le voir immédiatement, pour voir le vrai visage de l'homme avec qui j'avais été mariée. J'ai cliqué sur le lien. Le navigateur web m'a rapidement redirigé vers la page officielle Facebook de la Comélite, l'agence de communication où travaillait Xavier. C'était une grande entreprise qui accordait beaucoup d'importance à l'image et à la culture d'entreprise. La dernière publication sur sa page principale était un long article pour honorer les employés exceptionnels du dernier trimestre. La première chose qui m'a frappée fut une photo très familière agrandie et placée à l'endroit le plus visible. C'était une photo que Xavier et moi avions prise lors de notre voyage de notre 4e anniversaire de mariage à Avignon, en Provence, l'année dernière. Sur la photo, Xavier portait une chemise blanche impeccable, souriait radieusement et me serrait la taille très affectueusement, créant une scène familiale parfaite et heureuse. Sous la photo, l'équipe de communication de l'entreprise avait utilisé des mots très élogieux pour louer Xavier. Ils avaient mis un très grand titre, chef de département Xavier Dubois, exemple de famille, excellent équilibre entre le travail et le foyer. Le contenu de l'article ne cessait de l'encenser comme un leader talentueux, dévoué au travail, mais qui savait toujours consacrer du temps à prendre soin de sa femme, de sa famille. Il citait des phrases pleines de moralité que Xavier avait dites lors des réunions de l'entreprise, comme « la base d'une carrière solide est une famille heureuse » et « un homme qui réussit est celui qui ne fait jamais pleurer sa femme ». La publication avait attiré des centaines de likes et de commentaires de collègues, de partenaires et même de clients de l'entreprise. Tous rivalisaient pour le féliciter, exprimant leur admiration pour son caractère et son style de vie exemplaire. En lisant chaque ligne sur l'écran, j'ai eu la nausée. L'hypocrisie et l'impudence de Xavier avaient atteint un niveau que je ne pouvais imaginer. Il utilisait mon image. Il utilisait notre mariage en décomposition comme un tremplin pour progresser dans sa propre carrière. Il construisait une façade morale impeccable pour gagner la faveur de ses supérieurs et de ses subordonnés, alors qu'en réalité, il était un traître éhonté qui entretenait une maîtresse en secret et avait un enfant hors mariage. Il profitait de sa réputation de mari modèle pour cacher sa nature égoïste et avide à l'extrême. Je suis restée assise en silence un instant, reliant tous les événements. Xavier avait toujours été fier de son poste de chef de département. Il aspirait également au poste de sous-directeur lors des nominations de fin d'année. Pour une entreprise qui accordait autant d'importance à l'éthique et au style de vie de la direction que celle où il travaillait, une image familiale parfaite était le passeport le plus important. Et au contraire, un scandale amoureux qui violerait le régime de mariage monogame serait, sans aucun doute, un coup fatal qui détruirait toute la carrière qu'il avait construite avec tant d'efforts. J'ai réalisé que la plus grande faiblesse de Xavier n'était pas la peur de me perdre, ni la peur que sa mère soit contrariée. Ce qu'il craignait le plus, c'était de perdre son prestige, de perdre son poste de pouvoir au bureau et que ses collègues démasquent la façade d'hypocrisie qu'il s'efforçait tant de maintenir. Il préférait s'agenouiller pour me demander pardon. Il préférait acheter un bouquet de fleurs de 5 € pour m'apaiser. Tout cela uniquement pour calmer les eaux, pour protéger à tout prix sa belle image sociale.
Connaissant cette faiblesse, je n'ai pas hésité une seconde de plus. J'ai soigneusement utilisé le logiciel pour faire des captures d'écran de toute la publication sur la page Facebook, de la photo, du contenu de l'article à chaque commentaire élogieux des gens. J'ai tout sauvegardé dans un dossier avec un mot de passe sécurisé sur l'ordinateur et j'ai également fait une copie de sauvegarde sur le cloud pour assurer une sécurité maximale. Ces images n'étaient pas un outil pour le faire chanter ou le menacer, mais elles seraient le bouclier le plus solide pour me protéger dans la prochaine bataille du divorce. Elle serait la preuve la plus accablante pour écraser toute tentative de déformation s'il osait changer de version, se faire passer pour une victime ou me calomnier devant le tribunal. En regardant le dossier de documents fraîchement créé, j'ai souri légèrement. Tout se mettait en place. La farce de la famille Dubois touchait à sa fin. 2 jours se sont écoulés depuis la conversation franche avec Xavier. L'air dans la maison était froid comme un bloc de glace. Xavier essayait de partir tôt et de rentrer tard pour m'éviter. Ou peut-être était-il occupé à courir pour emprunter de l'argent afin de payer la facture du restaurant et de nettoyer le désordre avec sa maîtresse Lucie. Je ne me préoccupais pas non plus de son existence. Je maintenais mon rythme de vie normal, j'allais au travail, je rentrais chez moi, je cuisinais pour moi et je prenais le temps de prendre soin de moi. Le vendredi soir, alors que je savourais une tasse de tisane et regardais un programme d'information à la télévision, mon téléphone m'a averti d'un message WhatsApp. L'expéditeur était Tante Rose, la voisine directe qui habitait mur à mur avec ma belle-mère à Belleville. Depuis le scandale de l'envoi erroné de la liste des cadeaux l'autre jour, Tante Rose était la seule de la famille à avoir parlé pour me défendre et critiquer publiquement la cupidité de Madame Carmen. J'ai ouvert le message pour le voir. Tante Rose m'a envoyé une vidéo d'environ 2 minutes, accompagnée d'une note vocale pleine d'indignation. D'une voix puissante, elle m'a dit de voir la vidéo immédiatement pour ouvrir les yeux et voir la méchanceté de ma belle-mère. Elle a raconté qu'elle avait enregistré la vidéo par hasard la semaine dernière dans la cour du centre culturel du quartier. À ce moment-là, elle ne cherchait qu'à filmer des amis faisant de la gymnastique, sans s'attendre à capturer Madame Carmen en train de bavarder. Hier, en nettoyant la mémoire de son téléphone, elle l'a revue et a sursauté en la découvrant, alors elle me l'a envoyée immédiatement comme preuve. J'ai appuyé sur le bouton de lecture de la vidéo. Le son de la musique de danse à plein volume se mêlait au brouhaha des conversations des dames. La scène se déroulait dans la cour en ciment du centre culturel du quartier, où ma belle-mère avait l'habitude d'aller aux cours de danse l'après-midi. Dans un coin de l'image, Madame Carmen, vêtue d'un survêtement rose fuchsia, était assise les jambes croisées sur un banc de pierre sous un arbre. Elle tenait un éventail à la main et le visage levé avec un air de suffisance. Autour d'elle, il y avait 3 ou 4 femmes âgées. Elle se penchait vers Madame Carmen pour écouter les commérages. La voix de Madame Carmen a traversé le microphone du téléphone de Tante Rose d'une manière incroyablement claire et nette. Elle a frappé l'éventail contre sa cuisse et a élevé la voix, se vantant de son exploit. Madame Carmen a dit clairement à ses amis que le fait que son fils Xavier ait eu un enfant à l'extérieur n'était rien qu'il fallait cacher, que c'était une bénédiction pour la famille Dubois. Elle a déclaré catégoriquement que pour elle, peu importait qui enfanterait l'enfant, tant que l'enfant portait le sang des Dubois et qu'il était le petit-fils qui continuerait la lignée. Une femme du groupe a demandé, intriguée, comment la belle-fille qui était à la maison allait accepter cela. En entendant la question, Madame Carmen a éclaté de rire et a répondu directement. Elle s'est frappé la poitrine, affirmant avec assurance que sa belle-fille était très bonne et soumise, et qu'en plus, comme elle était mariée depuis 5 ans sans avoir d'enfant, elle était toujours désavantagée. Elle a expliqué en détail son plan en disant qu'elle organiserait une très grande fête pour la mettre devant le fait accompli. Elle profiterait de la pression des parents et des nombreux invités pour m'obliger à accepter l'enfant. Elle était sûre qu'avec mon caractère résigné, j'accepterais obéissante d'élever cet enfant bâtard, tant pour maintenir le prestige de la famille que pour conserver ma position d'épouse du chef. La vidéo se terminait par l'image de Madame Carmen riant aux éclats, recevant les éloges de ses amis sur sa ruse et son acuité à gérer sa belle-fille. L'écran du téléphone est devenu noir, mais les mots aussi tranchants que des couteaux de ma belle-mère continuaient de résonner à mes oreilles. Mon sang s'est glacé devant la cruauté et les ruses de la femme que j'avais respectueusement appelée mère pendant 5 ans. Tout était donc exposé nu.
La justification de Xavier sur un accident d'ivresse avait été complètement détruite. Avoir un enfant hors mariage n'était pas un emportement impulsif du mari, mais une conspiration calculée méticuleusement avec le soutien et l'encouragement enthousiaste de sa propre mère. Il s'était ligué pour me tendre un piège pas à pas, me traitant comme une pièce d'échec inanimée sur l'échiquier des intérêts de la famille Dubois. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de réprimer la colère qui était sur le point d'éclater dans ma poitrine. J'ai soigneusement téléchargé la vidéo sur mon téléphone. Puis j'ai fait une copie sur mon ordinateur portable et je l'ai envoyée sur le cloud pour garantir une sécurité absolue. C'était la dernière pièce et aussi le coup le plus mortel pour en finir avec cette farce pourrie. Avec la vidéo enregistrée en secret comme preuve irréfutable en main, j'étais totalement sûr d'entrer dans la bataille décisive dans la maison familiale des Dubois le lendemain. Malgré la forte opposition de tante Rose et les murmures des parents, après l'incident de la liste des cadeaux dans le groupe WhatsApp, Madame Carmen a insisté obstinément pour mener l'affaire jusqu'au bout. Elle a annoncé qu'elle organiserait un repas de famille intime dans la grande maison familiale de Belleville pour présenter officiellement le nouveau petit-fils à la famille. Cette action de Madame Carmen démontrait qu'elle tentait d'utiliser son autorité d'aînée de la famille pour réprimer les opinions contraires et en même temps m'obliger à comparaître et à baisser la tête pour accepter l'amère vérité. Le dimanche midi, le soleil de Paris frappait fort. Je ne me suis absolument pas cachée, mais j'ai décidé d'y assister la tête haute. J'ai choisi une élégante robe de soie bleu turquoise, les cheveux relevés en chignon haut et un maquillage sophistiqué avec un rouge à lèvres rouge intense pour rehausser ma fierté et mon autorité. Je portais mon sac de marque qui contenait toutes les armes que j'avais soigneusement préparées. J'ai pris un taxi tranquillement et je suis allée directement à la maison familiale des Dubois, située dans une large rue du quartier de Belleville. Lorsque j'ai franchi la haute porte en bois de la maison, la grande cour était déjà pleine de monde. Presque tous les visages des oncles et tantes qui étaient dans le groupe WhatsApp l'autre jour s'y étaient réunis. L'ambiance dans la cour était un peu suffocante et forcée. Le murmure des conversations a cessé soudainement en me voyant apparaître. Des regards de curiosité, d'appréhension et même de pitié se sont dirigés vers moi. À l'intérieur du salon principal, Madame Carmen était assise majestueusement sur le canapé, serrant le nouveau-né dans ses bras. Debout, juste à côté d'elle, se tenait ma belle-sœur Isabelle, donnant des ordres aux aides pour préparer la table. Et Xavier était la tête baissée, servant du vin aux aînés de la famille. En me voyant entrer, l'air radieux et confiant, le sourire sur les lèvres de Madame Carmen s'est éteint momentanément. Xavier, nerveux, a renversé un peu de vin sur la table en bois, ne sachant où cacher ses mains tremblantes. J'ai gardé mon calme, j'ai salué poliment les aînés et je me suis ensuite adressée à eux d'une voix douce, mais très claire. J'ai demandé la permission au présent de parler avant que la famille ne commence à manger, car il y avait des affaires louches qui devaient être clarifiées ici même. Madame Carmen a toussé pour tenter de m'en empêcher, mais le grand-oncle de la famille a fait un geste de la main indiquant de me laisser parler. J'ai ouvert mon sac, j'ai sorti le premier papier, la facture du restaurant de fruits de mer d'une valeur de 2000 €. Je me suis approchée et j'ai posé la facture directement sur la table basse devant Xavier et Madame Carmen. J'ai déclaré catégoriquement devant toute la famille que la grandiose fête de l'autre jour avait été réservée et les invités avaient été choisis par la propre famille de mon mari. J'avais assisté en qualité d'invité, j'avais déjà remis mon cadeau. Par conséquent, cette dette de 2000 € était la responsabilité de Xavier et de ma belle-mère. J'ai exigé que la famille paie la facture de sa propre poche, mettant fin à l'illusion de m'obliger à passer la carte pour payer la trahison de mon mari. Xavier a baissé la tête sans oser répondre. Madame Carmen est devenue violette de colère, mais avant qu'elle ne puisse réagir, j'ai lancé le deuxième coup. J'ai continué à sortir de mon sac un paquet de papier soigneusement agrafé. C'était la copie détaillée du contrat du livre de comptabilité des cadeaux que j'avais fait après une nuit blanche. Me basant sur la photo qu'Isabelle avait envoyée par erreur, j'ai respectueusement remis la copie au grand-oncle et à tante Rose pour qu'ils la fassent passer et la voient. J'ai expliqué clairement que sur la liste de collecte de ce jour, il y avait environ 1000 € qui étaient de l'argent des enveloppes de mes amis, partenaires et collègues invités personnellement par moi sur ordre de ma belle-mère. Au début, ma belle-mère a promis qu'elle rendrait cet argent à la famille d'une amie. Mais la vérité, comme tout le monde peut le voir dans le carnet,
et que tout cet argent avait été noté effrontément par Isabelle et ma belle-mère dans le fonds de dépenses de la famille pour servir de capital propre à cet enfant. J'ai exigé qu'Isabelle et ma belle-mère me rendent immédiatement les 1 000 € de l'argent des invités de ma part. Aujourd'hui même, je ne permets à personne d'utiliser mon honneur pour s'enrichir d'une manière civile. La vérité claire sur le papier a fait que l'ambiance dans la maison a semblé sur le point d'exploser. Acculée, la cupidité des gens a commencé à les opposer les uns aux autres. Isabelle, prise de panique, s'est empressée de tout nier. Elle a pointé du doigt Madame Carmen, criant devant la famille qu'elle n'avait été que celle qui tenait le stylo pour tenir les comptes, mais qu'en réalité toutes les grosses enveloppes de mes collègues avaient été cachées par Madame Carmen dans son sac personnel pour les emporter chez elle. Elle n'avait pas gardé un centime. Madame Carmen, en entendant sa propre fille la blâmer, a sauté comme si elle avait été piquée par une guêpe. Elle a complètement abandonné l'apparence d'une belle-mère respectable, insultant à voix haute Isabelle, la traitant de voleuse, disant qu'elle avait pris l'argent collecté pour payer ses propres dettes et que maintenant elle se retournait pour accuser faussement sa mère. Mère et fille du bois, celle qui s'était autrefois donné la main pour conspirer et me faire du mal. Maintenant, elles étaient debout au milieu du salon familial, s'insultant et s'attaquant mutuellement, uniquement pour vouloir éluder la responsabilité de rendre l'argent mal acquis. Les aînés de la famille hochaient la tête. Des soupirs de découragement résonnaient dans toute la maison. Le masque d'hypocrisie de la famille Dubois avait été officiellement arraché d'une manière humiliante et honteuse. Je me suis croisé les bras et j'ai observé la scène chaotique avec un léger sourire froid sur les lèvres, attendant le moment opportun pour lancer les derniers coups décisifs et rompre complètement cette sale alliance. La scène dans la maison familiale était réellement chaotique et tragicomique. Les cris stridents de Madame Carmen et Isabelle résonnaient dans toute la maison, brisant complètement l'atmosphère solennelle de la réunion familiale. Les parents autour hochaient la tête avec résignation. Certains ont tenté d'intervenir, mais n'ont pas pu éteindre le feu de la cupidité qui consumait l'amour maternel et filial de ces deux femmes. Dans un coin isolé près de l'entrée, Lucie tenait le nouveau-né, se cachant derrière une colonne. Son visage était pâle, ses yeux effrayés allaient continuellement de sa belle-mère à sa belle-sœur. Peut-être à ce moment-là commençait-elle à se rendre compte vaguement de la véritable nature de la famille dans laquelle elle souhaitait entrer. Je ne me suis pas précipitée pour intervenir dans la guerre pour l'argent entre Madame Carmen et sa fille. J'ai attendu patiemment que le grand-oncle frappe fortement sa canne sur le sol, criant pour exiger le silence de tous. L'autorité du chef de famille a obligé Madame Carmen et Isabelle à se taire, mais leurs regards continuaient à se lancer des poignards. L'espace s'est plongé dans un silence tendu. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai mis la main dans mon sac et j'ai sorti la deuxième arme la plus dangereuse, réservée spécialement à la maîtresse de mon mari. J'ai tenu dans ma main un dossier soigneusement attaché et j'ai marché lentement vers Lucie. J'ai regardé directement ses yeux pleins de peur et j'ai parlé d'une voix très claire et tranquille. J'ai dit à Lucie, l'autre jour au café, je t'ai averti des fausses promesses de cette famille, mais peut-être nourrissais-tu encore des espoirs. Aujourd'hui, alors que la famille est réunie, je te montrerai les preuves pour que tu évalues toi-même ta position dans ce plan de descendance si calculateur. Cela dit, j'ai tourné la première feuille et je l'ai mise directement dans la main de Lucie. C'était un contrat de location de logement avec toutes les signatures et les cachets officiels. J'ai annoncé catégoriquement à toute la famille et surtout à Lucie que l'appartement de luxe de Neuilly-sur-Seine, que Xavier avait promis d'utiliser comme foyer pour Lucie et son fils, avait en réalité été loué par Xavier à des étrangers avec un contrat de 3 ans. Ce contrat a été signé il y a exactement 1 mois, au moment où Lucie était enceinte et sur le point d'accoucher, et Xavier avait reçu la caution complète qui s'élevait à des milliers d'euros, il l'avait empoché lui-même. Le papier dans la main de Lucie tremblait. Elle a écarquillé les yeux en voyant les lettres en gras qui indiquaient clairement la durée de la location et le montant du dépôt. Les larmes ont commencé à couler sur le visage émacié de la femme qui venait d'accoucher. Je ne me suis pas arrêtée. J'ai continué cette dernière estocade pour couper complètement son illusion. Je suis retournée à la table basse, j'ai pris mon smartphone et je l'ai connecté à un petit haut-parleur Bluetooth que j'avais dans mon sac. J'ai mis la vidéo que tante Rose m'avait envoyée il y a 2 jours. L'image n'était pas projetée sur un grand écran, mais le son résonnait dans chaque recoin de la maison.
La musique de danse stridente a retenti, suivie de la voix criarde et hautaine de Madame Carmen, sortant à plein volume du petit haut-parleur. Les mots cruels de Madame Carmen affirmant qu'il importait peu qui enfanterait, du moment que l'enfant portait le sang des Dubois, et le plan pour m'obliger à élever l'enfant et à chasser la mère biologique ont cruellement détruit tout le mensonge de cette famille. Toute la maison est restée silencieuse. Les visages ridés des aînés se sont crispés d'étonnement et d'indignation. L'oncle le plus âgé était si en colère qu'il tremblait, il a pointé du doigt Madame Carmen, l'insultant, la traitant de vipère, disant qu'elle avait corrompu la morale familiale et qu'elle avait jeté le discrédit sur toute une famille respectable. Madame Carmen s'est effondrée sur le canapé, le visage sans une goutte de sang, se couvrant le visage des deux mains sans oser regarder personne. Xavier s'est agenouillé sur le sol, pleurant piteusement, la tête dans les mains, murmurant continuellement des excuses insensées. Le cri déchirant de Lucie a déchiré l'atmosphère sombre. Elle a jeté le contrat de location au visage de Xavier, pleurant à chaudes larmes. La cruelle vérité exposée lui a fait réaliser qu'elle était complètement vide. Il n'y avait pas d'appartement de luxe, pas de compte d'épargne pour l'enfant, pas de statut pour elle. Elle avait été trompée de manière spectaculaire, utilisée par la famille Dubois comme une machine à enfanter gratuite et rien de plus. Lorsque sa valeur d'usage a pris fin, ils étaient prêts à la laisser de côté pour m'obliger à assumer la responsabilité, à nettoyer les conséquences de leur avidité sans fond. Dans son ressentiment extrême de ne plus pouvoir maintenir sa fausse faiblesse, elle a maudit à voix haute la cruauté de Madame Carmen et a insulté la lâcheté et la bassesse de Xavier. Elle a déclaré catégoriquement que la famille Dubois n'aurait pas ce petit-fils. Elle préférait emmener son fils mendier plutôt que de le laisser grandir dans une famille pleine d'escrocs et d'hypocrites. Cela dit, Lucie a fortement serré l'enfant qui pleurait à chaudes larmes de peur. Elle s'est retournée et a couru hors de la maison familiale. Les pleurs du bébé se sont éloignés puis se sont complètement noyés dans le bruit du trafic de la rue. La famille Dubois était maintenant dans un chaos total. Madame Carmen criait le nom de son petit-fils, essayant de courir pour l'arrêter, mais ses jambes tremblantes l'ont fait tomber face contre terre dans la cour. Isabelle pleurait à chaudes larmes de peur de devoir payer l'argent. Xavier était assis, abasourdi, comme une âme en peine. La sale alliance construite sur des calculs vils s'était officiellement effondrée, laissant pour conséquence une humiliation honteuse qui ne pourrait jamais être lavée aux yeux de toute la famille. En voyant la scène chaotique et tragique qui se déroulait sous mes yeux, dans mon cœur, il n'y a pas eu la moindre étincelle de satisfaction ni de pitié. Tout en moi à ce moment-là n'était qu'un calme absolu, comme quelqu'un qui vient de traverser une grande tempête et regarde les décombres derrière. La seule chose que je voulais faire, c'était continuer à avancer, chercher une nouvelle terre plus paisible pour reconstruire à partir de zéro. J'ai lentement ramassé les papiers de la table, rangé le petit haut-parleur et mon sac, puis je me suis levée devant les visages qui montraient clairement la stupéfaction et l'humiliation de la famille de mon mari. J'ai dirigé mon regard vers le grand-oncle. J'ai fait une révérence respectueuse et j'ai ensuite dit clairement mes mots d'adieu. J'ai déclaré devant les aînés que pendant les 5 années où j'ai été belle-fille de la famille Dubois, j'ai rempli mon devoir d'épouse et de belle-fille, sans jamais avoir été insolente, ni avoir fait quoi que ce soit de louche. Mais la tromperie, la trahison et la cruelle conspiration de mon mari et de ma belle-mère avaient dépassé la limite du supportable pour une personne. À partir de ce moment, je mets officiellement fin à tout lien avec la famille Dubois. Je présenterai unilatéralement la demande de divorce au tribunal, exigeant que toutes les affaires économiques soient résolues de manière transparente. Je ne prends rien qui appartienne à cette famille et je leur exige également de ne plus jamais entrer dans ma vie. Ayant prononcé ces mots définitifs, je me suis retournée et j'ai marché d'un pas long et ferme dans la cour. Personne dans la famille de mon mari n'a osé m'appeler et personne n'a eu le courage de courir derrière moi pour me retenir. La lourde porte en bois de la maison familiale s'est refermée derrière moi, séparant à jamais deux mondes. Derrière cette porte restaient les pleurs de Madame Carmen pour avoir perdu son petit-fils, les discussions et les accusations mutuelles d'Isabelle et l'effondrement total de Xavier en réalisant qu'il avait perdu tout ce qu'il avait de plus précieux uniquement par avidité et égoïsme. Devant la porte, le ciel d'automne de Paris était d'un bleu intense. Les rayons de soleil doré brillaient sur la rue comme pour accueillir le retour d'une âme libre. J'ai pris un taxi pour retourner à mon appartement de Ménilmontant.
Ce serait la dernière fois que je mettrais les pieds dans cet endroit. Je me suis changée pour des vêtements confortables, j'ai sorti 2 grandes valises du débarras et j'ai commencé à ramasser mes affaires personnelles. Je n'ai emporté aucun bien commun de valeur, j'ai seulement mis dans ma valise les vêtements que j'avais achetés avec mon propre salaire. Quelques livres préférés, du maquillage et des objets qui avaient une valeur sentimentale uniquement pour moi. Les bijoux chers que ma belle-mère m'avait offerts le jour du mariage, je les ai soigneusement rangés dans leur écrin de velours rouge et je les ai laissés sur la coiffeuse. La chambre, où s'était accumulé tant de joie et de tristesse de la vie conjugale, était maintenant vide et froide. Je suis allée dans le salon. Mon regard s'est posé par hasard sur la table basse en verre, le bouquet de roses enveloppé de plastique de 5 € que Xavier avait apporté pour demander pardon. Il y a quelques jours, il était toujours là, jeté sans avoir été mis dans l'eau. Les pétales étaient déjà fanés et avaient pris une couleur sombre. Les feuilles étaient tombées sur la table avec un aspect pitoyable et bon marché. C'était exactement comme l'amour et le repentir qu'il ressentait pour moi. Faux, bon marché et fané rapidement. Je n'ai pas jeté le bouquet à la poubelle. J'ai emporté ce bouquet fané et je l'ai posé sur le rebord de la fenêtre du salon, juste à côté du trousseau de clés de la maison et de l'alliance en or que je venais d'enlever de mon annulaire. C'était ma façon de rendre tous les mensonges, les blessures et les serments vides que cet homme m'avait donnés. Traînant les 2 lourdes valises hors de la porte, j'ai tourné la tête pour regarder la maison une dernière fois. Il n'y avait pas de nostalgie, seulement un soupir de soulagement. J'ai fermé la porte à clé, puis j'ai laissé tomber la clé dans la boîte aux lettres, coupant définitivement tout lien émotionnel avec le passé. Le son des roues de la valise roulant sur le trottoir résonnait dans l'après-midi ensoleillé. J'ai appelé une petite camionnette de déménagement pour aller directement dans un quartier modeste de la banlieue de Vitry-sur-Seine, où je venais de louer un petit appartement, mais rempli de paix pour commencer une vie complètement nouvelle. En moins d'1 mois, depuis le jour de ce désastreux repas de famille, le karma a frappé la famille Dubois de manière forte et cruelle. Sans que je n'aie besoin d'aucune vengeance cruelle. Les lois de cause à effet de la vie avaient automatiquement remis chaque chose à sa place. Après mon départ, Xavier a dû faire face à un tas de décombres créés par lui-même. La facture de 2 000 € du restaurant de fruits de mer était arrivée à sa date limite de paiement, ajoutée à la pression de la famille, exigeant le remboursement des 1 000 € d'argent des cadeaux de mes invités, ce qui l'a mis dans une situation désespérée. Sans pouvoir emprunter à personne, Xavier a été obligé d'épuiser la limite de ses cartes de crédit pour payer les dettes, chargeant sur ses épaules d'énormes intérêts bancaires chaque mois. La carrière de Xavier a également chuté en piqué, je ne sais pas comment. L'histoire du scandale de sa vie privée a filtré à l'extérieur. Elle est parvenue aux oreilles de la direction de l'entreprise. Pour une entreprise qui valorisait l'image médiatique, le fait qu'un dirigeant viole l'éthique et le style de vie, trompant sa femme pour avoir un enfant hors mariage, était une tâche inacceptable. Xavier a été appelé aux ressources humaines pour un avertissement disciplinaire. Il a été immédiatement destitué de son poste de chef de département et transféré à un poste d'employé normal dans un département moins important. La façade d'homme exemplaire s'est effondrée. Il est devenu un sujet de commérage et de moquerie pour ses collègues. Il allait travailler chaque jour la tête basse de honte. Quant à Lucie, après s'être rendu compte du vrai visage de la famille Dubois, elle a pris l'enfant et a déménagé directement dans son village d'une province de la Touraine. Les parents de Lucie étaient furieux que leur fille ait été trompée. Ils ont déclaré qu'ils interdisaient absolument à quiconque portant le nom Dubois de mettre les pieds là-bas pour visiter ou reconnaître le petit-fils. Madame Carmen à la maison regrettait son petit-fils jusqu'à en devenir folle. Mais elle n'osait pas non plus aller au village de Lucie pour le réclamer, car elle savait que la famille de là-bas la chasserait à coups de bâton. Depuis le jour où le scandale a éclaté, Madame Carmen a également perdu la face devant le voisinage. Tante Rose et les voisines murmuraient souvent et critiquaient son comportement immoral. Trop honteuse, Madame Carmen s'est enfermée chez elle toute la journée, abandonnant complètement l'habitude d'aller au centre culturel pour danser ou bavarder avec ses amis. Un soir de week-end, il pleuvait à verse à Paris alors que j'attendais un taxi sous l'auvent d'un supermarché près de mon travail. Une silhouette d'homme trempé s'est précipitée vers moi. C'était Xavier. Il avait l'air émacié avec une barbe de plusieurs jours, les yeux vitreux de désespoir.
Malgré la pluie froide qui tombait à torrents, Xavier s'est arrêté devant moi d'une voix tremblante, me suppliant de lui donner une chance de recommencer. Il a dit qu'il avait tout perdu et qu'il ne lui restait plus que moi comme dernière planche de salut. J'ai regardé l'homme qui fut autrefois mon mari avec le cœur tranquille, sans une seule vague. Je ne me suis pas moqué de son état lamentable, ni ne lui ai reproché ses anciennes erreurs. J'ai calmement ouvert mon parapluie bleu clair pour nous abriter de la pluie qui nous éclaboussait et j'ai parlé d'une voix très sereine. Je lui ai conseillé de se relever par ses propres moyens. Les conséquences qu'il avait lui-même créées. Il avait la responsabilité de les assumer jusqu'à la fin. Je lui ai dit que le plus grand pardon que je pouvais lui accorder à ce moment-là était de nous libérer tous les deux, afin que personne n'ait à porter le poids de la rancune le reste de sa vie. Ma vie avait tourné la page et sur cette page, il n'y avait absolument aucune place pour écrire son nom. Cela dit, je suis monté dans le taxi qui venait de s'arrêter, laissant Xavier planté sous le rideau de pluie blanche. La voiture m'a ramené à mon petit appartement loué à Vitry-sur-Seine. L'appartement n'était pas grand, mais il était plein de lumière naturelle et très accueillant. Je me suis changée pour des vêtements secs, je me suis assise à la petite table en bois près de la fenêtre et j'ai soigneusement sorti mon carnet pour noter les dépenses mensuelles de mon nouveau foyer. Avec le salaire que je gagnais moi-même, je me sentais plus libre et plus heureuse que jamais. J'ai tendu la main pour le bouquet de lys roses que j'avais acheté l'après-midi. Je les ai méticuleusement arrangés dans le vase en céramique au centre de la table. L'arôme des lys se répandait dans toute la pièce, dissipant le froid de la pluie extérieure. Je suis sortie sur le balcon, j'ai coupé quelques branches de verveine fraîche que tante Rose m'avait apportées dans un petit pot la semaine dernière. Je les ai emportées à l'intérieur pour préparer une théière de thé chaud. Tenant la tasse de thé à la verveine doucement parfumée, j'ai regardé la rue animée avec les lumières à travers la vitre de la fenêtre. Mon cœur était léger, serein et étrangement en paix. Ayant traversé un mariage brisé, plein de blessures et d'égratignures, je ne me suis pas permis de m'effondrer ni de perdre la foi en la vie. J'ai réalisé que le meilleur pardon n'est pas d'essayer de réparer les morceaux brisés, mais de comprendre sa propre valeur, d'avoir le courage de sortir de la boue pour se soigner et s'aimer soi-même. J'ai bu une gorgée de thé chaud, souriant avec liberté, prête à recevoir les aubes brillantes qui m'attendaient. Toutes les tempêtes s'étaient éloignées, me laissant un ciel clair et une vie qui m'appartenait vraiment. Peut-être qu'en refermant l'histoire d'Hélène, chacun de nous garde dans son cœur un arrière-goût inoubliable, non seulement la satisfaction face à la fin méritée du traître, mais surtout la réflexion sur la valeur de l'amour-propre dans le mariage. À travers le voyage d'Hélène, nous réalisons que la tolérance ou le sacrifice ne valent la peine que lorsqu'ils sont donnés à la bonne personne et au bon endroit. Si nous nous obstinons à supporter des injustices uniquement pour maintenir une façade de bonheur faux, nous perdons nous-mêmes le droit d'être heureux. La première leçon que laisse Hélène est la lucidité. Ne laissez jamais votre bonté être exploitée par des personnes calculatrices et pragmatiques. La deuxième leçon réside dans le courage de l'autonomie. Lorsqu'une relation est pourrie et qu'il n'y a plus de respect, le fait de la laisser tomber définitivement n'est pas un échec, mais le premier pas pour trouver notre propre liberté. La bonté d'une femme est un cadeau et si l'homme ne sait pas la valoriser, il ne mérite pas de la recevoir. Cette vie est très juste. On récolte ce que l'on sème. Les calculs vils ne mèneront les gens qu'à une impasse, tandis que la sincérité et le courage ouvriront toujours des chemins remplis de lumière. J'espère que chaque femme, en finissant de voir cette histoire, pourra être suffisamment forte pour maintenir sa valeur, suffisamment résiliente pour vivre une vie brillante et libre. Rappelez-vous que le bonheur n'est pas un cadeau que les autres nous donnent, mais quelque chose que nous cultivons de nos propres mains et que nous méritons de recevoir avec la plus grande appréciation et sincérité.